Nous tenons à remercier les organisateurs de cette journée d'études. Merci à Saosan Alashkar et à Suzanne Dibaud de nous permettre de présenter les résultats de la mission archéologique du Karakdag occidental. Ils pourront nourrir le débat sur l'urbanisation de la Mésopotamie centrale. Régis Vallée vous prie de bien vouloir l'excuser. Étant retenu en Irak, je présenterai donc seul cette présentation. Mais il est bien évident que c'est le résultat d'un programme collectif mobilisant une vingtaine de chercheurs et d'ingénieurs. Le Kurdistan irakien, par sa situation politique, était une région très mal connue d'un point de vue archéologique. En dehors de quelques exceptions, très peu de sites avaient été fouillés auparavant. Si bien que la région constituait un vide archéologique, entre guillemets, notamment pour les périodes qui nous intéressent particulièrement, à savoir le 4e millénaire et le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Le foisonnement des missions archéologiques engagées sur ce terrain depuis les années 2010 a changé la donne. Les résultats issus des campagnes de prospection et de fouilles permettent de profondément renouveler notre connaissance sur cette région. On commence à se rendre compte de l'impact de ces résultats, notamment grâce à l'apparition de synthèses récentes. Je vous ai mis ici une des dernières synthèses parues sous la direction de Konstantinos Kopanas et de John McGuinness en 2016. Le Kurdistan irakien, et particulièrement le sud de cette région, c'est-à-dire le gouvernorat de Souleymaniye, par sa position centrale, se situe au carrefour de plusieurs grandes aires géographiques, comme la Mésopotamie centrale ou les piémonts du Zagros. Cette région se situe aussi au carrefour des grandes routes commerciales, l'axe transtigrin et aussi l'axe vers l'Iran. C'est dans cette région que nous avons débuté, à partir de 2015, des campagnes de fouilles, à l'ouest du massif du Karakdag, ici, dans le gouvernorat de Souleymaniye. Notre projet se concentre spécifiquement sur la période chalcolithique et l'âge du bronze, deux périodes au centre des problématiques d'urbanisation. D'une part, le 4e millénaire, entre expansion proto-urbaine sud-mésopotamienne, dite d'Uruk, et les traditions chalcolithiques septentrionales LC2, LC3. D'une autre part, le début du 3e millénaire, où la région se situe au cœur du phénomène de régionalisation culturelle, accompagné plus au sud par l'essor des cités de Mésopotamie centrale. Les sites de Girdikala et de Logardan sont situés dans la partie orientale de la plaine de Shamshamal, sur la rive ouest de la rivière Tavukchai, parallèlement au Djebel Karakdag, un des premiers contreforts du Zagros. La rivière compte de nombreux affluents, principalement sur sa rive ouest. Les deux sites sont à chaque fois construits à la jonction d'un de ces affluents avec le Tavukchai. Le secteur est propice depuis toujours à l'installation humaine, confère le site de Jarmo, néolithique, non loin d'ici. Les études archéobotaniques en cours, menées par Caroline Douchet, visent en partie à reconstituer le paléo-environnement et sont très prometteuses. Pour vous présenter les sites, tout d'abord, Girdikala est un tel tabulaire de 15 mètres de haut. Son sommet est parfaitement plat, comme on peut le voir ici, en forme de losange. La base du tel couvre une superficie d'environ 1,3 hectares. Le site ne se limite pas au tel proprement dit, en particulier au nord, où se présente un autre tel à l'élévation beaucoup plus faible, qu'on a appelé Girdikala Nord, qu'on peut voir ici en photo. Là, vous avez le tel principal, et là, le tel nord. La surface totale de ces deux tels couvre une surface de 3,5 hectares. Logardan est très différent. Ce n'est pas un tel proprement dit. Le site, haut de 27 mètres, est situé sur une colline naturelle, présentant des pentes abruptes. À l'est, cependant, le terrain descend en pente douce à travers 3 terrasses successives, qui se sont avérées partiellement artificielles. Le site couvre environ 3,7 hectares. Depuis 2015, 4 saisons d'environ 4 semaines ont été réalisées. Nous avons ouvert 4 tranchées à Girdikala, 5 à Logardan. Je ne présenterai ici que les tranchées qui ont fourni des données chalcolithiques et des données sur le bronze ancien. Tout d'abord, à Girdikala, la tranchée C, fouillée en 2015 sur le versant sud du tel, a permis d'identifier 10 niveaux architecturaux bien conservés datant du LC2 au LC3. Presque toute la séquence a montré des traces de production de poterie ou des structures de cuisson.
Celles-ci sont remarquables par leur quantité, leurs caractéristiques techniques, leur concentration et leur permanence dans une même zone. Les niveaux 7 à 10, en particulier, ont donné des structures particulièrement intéressantes. Le niveau 10 a donné 5 grands fours, ici, de poterie à 2 étages, reliés entre eux par des conduits. Leurs dimensions moyennes sont exceptionnelles pour la période chalcolithique. Le niveau 8, quant à lui, est composé de 2 fours de potiers ronds, très bien conservés, fonctionnant de façon indépendante, qu'on peut voir ici. Au niveau 7, le complexe principal de fours est représenté par 3 structures circulaires reliées par un conduit de ventilation interne et par un conduit externe destiné à centraliser les fumées vers une cheminée. Ces 3 installations forment ce qu'on peut appeler un triple four. En termes de caractéristiques structurelles et dimensionnelles, il s'agit d'installations remarquables. Elles fournissent également des preuves insoupçonnées de la maîtrise d'une technologie très complexe dès la phase de l'Uruk ancien. En effet, 70% de l'assemblage de céramique de la tranchée C appartient aux traditions classiques de l'Uruk du Sud. 100% du matériel in situ est Uruk. La poterie locale, le chalcolithique récent, 30% se retrouve exclusivement dans des zones de remplissage. Il est donc établi que la poterie d'Uruk a été fabriquée sur place et cuite dans ces fours par les artisans résidents. Les 2 traditions distinctes, celle indigène LC, caractérisée par la céramique dite shape-faced, du nord de Mésopotamie, et celle du sud, à pâte minérale, coexistent tout au long de la séquence. Cependant, une différence est assez évidente entre les niveaux 7 et 1, LC3, et les niveaux 10 à 8, LC2 récents. Quant à l'assemblage proprement Uruk, il couvre, lui, l'ensemble de la séquence, et il équivaut aux phases Uruk ancien et Ana 12, 9, et au tout début de la période d'Uruk moyen, et Ana 8, 6. Ainsi, il s'agirait d'une des plus anciennes présences Uruk en Mésopotamie centrale et septentrionale. Après cette découverte, la recherche de la zone résidentielle des potiers urukiens, la colonie, entre guillemets, figurait parmi nos principaux objectifs. Celle-ci a été identifiée sur le tel secondaire de Girdikala Nord, que je vous ai présenté tout à l'heure. Une tranchée a été ouverte en 2016 sous la responsabilité de Clélia Paladre et de Régis Vallée. Auparavant, un levé géophysique et archéologique complet du site avait été effectué. Ces résultats combinés ont permis d'identifier l'occupation Uruk. Elle couvre le sommet allongé du site, ici, et le versant nord de ce monticule bas, sur au moins 1 hectare. L'image géophysique est très homogène et correspond parfaitement à la distribution de la poterie. Une des zones les plus denses en céramique a été sectionnée pour l'implantation de la tranchée. La tranchée D, longue de 35 mètres, a donné une dizaine de niveaux successifs d'occupation domestique de l'Uruk moyen, cette fois-ci. Je vous les présente rapidement, cette fois-ci de haut en bas, exceptionnel pour ce chantier parce qu'il est homogène d'un point de vue chronologique. Le niveau 2, subdivisé en 2, est représenté par des petites constructions, au moins 3 maisons, peut-être tripartites en plan, et des installations hydrauliques extérieures, fosses et drains. Comme vous pouvez voir les maisons ici, et le drain et les fosses. De plus, comme vous pouvez le voir, on a retrouvé des formes entières en place. Le niveau 3 est représenté par un grand bâtiment avec des fondations de pierre d'une largeur pouvant atteindre 1,2 m. L'élévation est en briques. Le bâtiment a malheureusement été fortement endommagé par les fosses du niveau 2B. Le niveau présentait également des installations domestiques extérieures, fours et banquettes. Surtout, il présentait des installations marquant un souci de confort et de capacité à gérer l'eau. Le bâtiment a été équipé de tuyaux de poterie similaires à ceux qu'on retrouve dans les colonies de l'Uruk récent, comme à Bouba Kabira. De plus, quelques cônes d'argile ont été retrouvés dans les couches associées.
Ce niveau pourrait constituer, sans doute, la maison d'un personnage important du village. Les nombreux sols du niveau 4A ont fourni la plupart du matériel découvert dans la tranchée, tandis que le niveau 4B présentait un bâtiment au plan énigmatique. Le niveau 5 est constitué par un espace couvert soigneusement élaboré, entièrement recouvert de pierres et de tessons, associés au nord à de grandes fosses pleines de poteries et contenant énormément de BRB, que vous pouvez voir ici. Le niveau 6A, lui, est représenté par des grandes fosses. Ces deux niveaux constituaient sans doute une décharge à la périphérie de l'agglomération. Enfin, le niveau 6B, immédiatement sous le revêtement du sol, du niveau 5, atteste d'un autre bâtiment doté de fondations de pierre. Celui-ci présente un plan pour le moment encore énigmatique. Comme vous pouvez le voir, il a sérieusement été endommagé par les fosses et par le niveau 5. Ce niveau, le niveau 6, constitue la phase de fondation de la colonie urukienne. L'assemblage de tous ces niveaux, tous les niveaux de la tranchée, est Uruk moyen. La caractéristique la plus importante est que toutes les formes locales, LC, sont pratiquement absentes. 98% de la poterie appartient à l'horizon sud-mésopotamien d'Uruk moyen, comme à Uruk et Anna 8-6, Nippur 20-17, ou les sites du Kurdistan, Gourgashiva, Bankala et Kanishae. Toute la panoplie de l'assemblage Uruk moyen est documentée avec des quantités massives de bols à bord biseautés, plus de 5000. Des bols en forme de V avec des becs verseurs, des bassins peu profonds, des jarres à angle interne ou avec ou sans oreilles percées. Les goulots peuvent être coniques ou légèrement tombants. Parmi les décors, outre les cordons imprimés avec digitation et les incisions triangulaires ou en forme de croissant, certains récipients présentent un engobe rouge et gris, la fameuse céramique Uruk, rouge et grise. Enfin, les datations carbone-14 réalisées sur les prélèvements du niveau 3 ont fourni des datations conformes à son assemblage. Uruk moyen, vers 3600 avant Jésus-Christ. Ainsi, le site de Girdikala présente une occupation domestique de culture matérielle entièrement sud-mésopotamienne. Il a été identifié donc sur le tel nord, faisant écho à une aire de production artisanale que je vous ai présentée tout à l'heure sur le tel principal. À Logardan, l'autre site que j'ai présenté au début, à 1,5 km au nord de Girdikala, les fouilles ont également fourni des preuves évidentes d'une présence très précoce, Uruk, comme d'une importante présence Uruk ancienne. Non, excusez-moi, bronze ancienne. En 2015, nous avions choisi d'ouvrir une petite tranchée test, la tranchée A, ici, sur le flanc sud-ouest du monticule, où les découvertes calcolithiques étaient très nombreuses. Comme nous le pensions, ces trouvailles calcolithiques dévalaient depuis le sommet, et le site est implanté sur une colline naturelle. Cependant, nous avons découvert une structure inattendue, un mur de soutènement en pierre d'une rampe muni d'une chaussée de 2 mètres de large taillée dans la colline et s'élevant en pente douce pour donner accès aux terrasses à l'est. Une partie des pierres était visible en surface. Plus à l'est, donc, nous avons ouvert une deuxième tranchée, la tranchée B. D'après les tessons mésopotamiens, méridionales, vraiment du sud de la Mésopotamie, Uruk recueilli parmi les pierres et à la base de la rampe, nous avons proposé comme datation de datation Uruk, 4e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, la présence de cette rampe associée à la découverte de cônes suggérait une construction Uruk assez monumentale au sommet. En 2016, la tranchée D est alors ouverte, à l'extrémité ouest du sommet. Aujourd'hui, le chantier couvre une surface de plus de 500 mètres carrés avec des différences de hauteur d'environ 5 mètres entre la surface et les vestiges les plus profonds. La première phase reconnue à ce jour est le niveau 4C, qui voit la construction initiale de la terrasse de briques crues, sans contrefort pendant cette phase. Là, sans contrefort. Ce niveau est encore très peu connu, mais pourrait être caractérisé par quelques architectures agglutinées
plutôt que par de larges structures planifiées. Dans une deuxième phase, le niveau 4B, en gris foncé ici, la terrasse est reconstruite et surélevée pour constituer la base de l'aile ouest d'un grand complexe, avec une pièce principale de 7 mètres par 3 mètres 5, d'un bâtiment éventuellement bipartite. Celui-ci faisait partie d'une acropole couvrant probablement l'ensemble du site, au vu des découvertes faites aussi à Logardan E, de l'autre côté du sommet. Ici, on peut voir justement un des contreforts de la terrasse de briques rues, et ici les murs de pierre puissants dont les fondations sont associées avec la terrasse. Le bâtiment Uruk du niveau 4B a produit le même assemblage recueilli dans les niveaux inférieurs de la tranchée C de Gardikala, la première que je vous ai présentée, donc Uruk ancien. Cependant, contrairement à la tranchée C, où une traduction locale LC2, LC3 a également été documentée, la tranchée D de Logardan a produit exclusivement des formes sud-mésopotamiennes, représentées par exemple par les 10 proto-BRB et des jarres typiques de cette phase. Au tout début de l'Uruk moyen, vers 3700 avant Jésus-Christ, le complexe s'est entièrement restructuré. Son plan est modifié par l'ajout de tout un ensemble oriental. Un puissant mur est édifié contre le mur 4B, construit avec un espace pavé, qu'on peut voir en photo. L'ancienne pièce principale est transformée et dans sa partie nord, une batterie de fours est installée. Le mur nord-sud de l'ancien grand bâtiment est réaménagé dans sa partie nord, avec la mise en place d'un passage pour accéder à ces fours. Au sud, pour le moment, nous avons retrouvé aucune trace de cette phase. Vous pouvez voir ici le passage en question et la batterie de fours. Ainsi, l'important bâtiment 4B de la phase précédente ne semble plus exister et est remplacé par des petites unités agglutinées. L'assemblage de ce niveau est Uruk moyen, là encore sans forme locale. Cet assemblage, Uruk moyen, semble plus ancien que celui retrouvé à Gardikala Nord. En 2017, puis en 2018, la tranchée a été agrandie et nous avons découvert 2 niveaux architecturaux de bâtiments monumentaux, 3C, 3D, 3C, datés du Dynastique archaïque 3. Ces bâtiments réutilisaient les ruines du bâtiment Uruk qui était abandonné. Bien que très perturbées par de nombreux fours postérieurs, les ruines de ces 2 bâtiments sont impressionnantes et extrêmement bien conservées. Le bâtiment 3D, le plus ancien, dessine un plan cohérent composé de puissants murs. Au nord, 2 pièces se dessinent, dont l'entrée se faisait par un seuil composé de dalles monolithiques. Le sol de la pièce était composé d'un carrelage de briques crues, et plusieurs petites installations ont été retrouvées dans la pièce principale. Au sud se dessine un espace, peut-être non couvert, où on accédait par un escalier descendant. Au sein de cet espace, une petite pièce de stockage a été retrouvée avec sa crapaudine en place. Que vous pouvez voir ici. Là, vous avez la pièce principale avec le sol carrelé et l'escalier descendant. Le bâtiment 3C, découvert en grande partie le dernier jour de fouille de la campagne 2018, est remarquable par la qualité de son dallage de pierre qui semble entourer une cour attenant à un grand bâtiment qui se dessine à l'est. La cour et un grand bâtiment. Il constitue un trottoir dallé qui mène à l'extrémité de ce dernier. Le bâtiment, composé au moins d'une grande pièce centrale, 7 par 2 mètres, et d'une autre à l'est, présentait une autre entrée plus au nord, longée par une canalisation de terre cuite, que vous pouvez voir ici. L'assemblage céramique, en cours d'étude, est composé d'une grande variété de types de récipients et trouve des parallèles les plus cohérents dans la phase
dynastique archaïque 3B, de la région du Haut-Tigre, avec des connexions avec les régions voisines, telles que le Hamrin, la Haute-Diyala ou la vallée du Rabour, comme à Tel Brak. Le niveau 3C marque la fin de l'occupation monumentale de cette partie de l'acropole. Après un court hiatus, les ruines du bâtiment sont alors utilisées et adaptées pour l'implantation d'ateliers de potiers dès le niveau 3B. Transition dynastique archaïque 3, Akkad. À partir de cette période, cette zone du site ne sera dévolue qu'à des activités de cuisson, jusqu'à la fin du 3e millénaire et l'époque d'Ur III. Ainsi, 147 fours ont été retrouvés et fouillés sur 4 niveaux, pour une puissance stratigraphique de plus de 3 mètres. Les investigations sur la partie orientale du Tel de Logardan ont commencé en 2016. Celle-ci a tout d'abord fait l'objet de prospections. L'étude a indiqué une occupation probable des périodes Alaf et Obeid dans la partie nord de la terrasse, et une occupation possible au Rouk à l'est. Mais toute la partie centrale de la terrasse semble avoir été occupée en dernier lieu par des structures de l'âge du bronze. Il a donc été décidé d'y ouvrir une tranchée, la tranchée E, sous la responsabilité de Martin Sauvage. La tranchée 2 a rencontré à peu près la même séquence que la tranchée D, présentant notamment une occupation chalcolithique et bronze ancien. Le chantier E, était un des principaux objectifs de la campagne 2018. Celui-ci s'est considérablement agrandi. Il s'étend à présent sur 500 mètres carrés. Et comme vous pouvez le voir sur cette vue récente, qui date d'octobre 2018 de cette année, les vestiges architecturaux sont importants. Le niveau 4 est subdivisé en deux niveaux architecturaux. Non, un niveau architecturaux daté de l'Uruk ancien, 4B, que vous pouvez voir en vert, composé de puissants murs de pierre. La rareté des sols ne permet pas encore de dessiner un plan cohérent pour ce niveau. Ce sera un des principaux objectifs des prochaines campagnes. Le matériel, lui, est identique à la tranchée C de Gardikala, niveau inférieur, 10 à 8, et de Logardan B. Un deuxième niveau, 4A, Uruk moyen, est composé de fours de potier installés dans l'ancien bâtiment, comme à Logardan D, tirant parti des soubassements des anciens murs. Comme à Logardan D, 4A, cet assemblage Uruk moyen semble un peu plus ancien que celui de Gardikala Nord. Après un hiatus, le niveau 3 marque la réoccupation du site vers 2800 avant Jésus-Christ, l'âge du bronze ancien. Reprenant en partie les soubassements des murs et en les rehaussant, l'installation de la première moitié du 3e millénaire commence à être mieux connue, ici en marron. Il s'agit, semble-t-il, d'un grand bâtiment organisé autour d'un espace central, bordé de pièces étroites dévolues au stockage. Une pièce de ce bâtiment a partiellement été dégagée en 2016 et d'autres pièces du même type ont été repérées en 2017, contenant principalement des très grandes jarres, portant souvent un décor appliqué. La toiture de cette pièce, celle qu'on voit à l'écran, s'était effondrée à la suite d'un incendie. En 2018, une extension de la fouille vers le sud a permis de dégager en grande partie une nouvelle pièce de stockage. On y retrouve dans celle-ci des jarres et des vases plus petits alignés dans l'angle d'une probable cour secondaire du complexe. D'après Melania Zingarello, nous sommes en présence d'un assemblage début 3e millénaire avant Jésus-Christ, vers 2800, dont les parallèles se retrouvent dans le Hamrin, comme à Tel Mardour ou Tel Sabra. Le niveau 2 représente la fondation de la petite citadelle dynastique archaïque 3, l'équivalent des niveaux 3D, 3C du chantier D de Logardan. On en connaît désormais la partie sud-ouest. Elle se présente sous la forme de deux bastions
de forme presque carrée, 5,80 mètres de côté, avec des soubassements de pierre, 1,30 mètres de large. L'installation des fours postérieurs a sérieusement perturbé le niveau, et notamment ses sols. Donc, quelques reliquats associés à des murs ont néanmoins permis de dater cette petite citadelle. L'entrée du bâtiment était aménagée avec un seuil fait de 2 dalles plates. Vous pouvez voir ici. Côté intérieur, une crapaudine a été retrouvée in situ. Dans l'axe de l'entrée, ici, se trouvait un escalier fait de 2 rangs latéraux de pierre de champ, sur lequel étaient disposées des grandes dalles monolithiques. Il est probablement trop tôt pour prétendre tirer des conclusions définitives, mais comme vous avez pu le constater, les fouilles de Guerdicalat et de Logardan sont très prometteuses pour les problématiques liées à la naissance du fait urbain. Au 4e millénaire, pour résumer, nous avons 3 sites. Uruk. À Guerdicalat, au pied du tel principal, une aire de production artisanale sud-mésopotamienne qui commence dès l'Uruk ancien, où les artisans sont en contact avec des populations locales, entre guillemets, LC. À Logardan, une occupation monumentale qui commence dès l'Uruk ancien, jusqu'au début de l'Uruk moyen. À Guerdicalat Nord, le petit village, un village sud-mésopotamien, Uruk moyen, une colonie, entre guillemets. Ainsi, la région du Karagdag est pleinement intégrée dans la culture matérielle sud-mésopotamienne, beaucoup plus tôt qu'attendue, donc au LC2 récent, vers 3900 avant Jésus-Christ. Faut-il y voir les premières étapes de la mise en place des réseaux d'échange sud-mésopotamiens vers le Zagros, ou la genèse d'une aire culturelle homogène couvrant tous les piémonts, de Suse au Karagdag, dès le début du 4e millénaire. La suite de nos travaux permettra sans doute de préciser ces questionnements et de continuer d'alimenter en données ce débat. Quoi qu'il en soit, les éléments observés sur nos 2 sites ne sont pas des apax. Les preuves d'occupation sud-mésopotamienne pour le 4e millénaire avant Jésus-Christ commencent à être dégagées dans plusieurs endroits du gouvernorat de Souleymanié, comme à Bankala, Kanishae, Gourgashiva, Chamlou. Si pour le moment, seulement les sites Uruk moyens ont fait l'objet les niveaux Uruk moyens ont fait l'objet de publications, quelques attestations d'occupation Uruk plus anciennes semblent fiables, par exemple à Chamlou, publication à venir. Tandis qu'à l'ouest, il est probable que la diaspora Uruk ancien s'étend dans les plaines de Shem Shamal et les plaines avoisinantes, comme à Kirkouk. Pour conclure, sur le 3e millénaire, après un hiatus à la fin du 4e millénaire, le site de Logardan est réoccupé vers 2800, avant Jésus-Christ. Bien que de nombreux sites de la région présentent des céramiques Scarlet Ware, comme Chamlou, Barkawa, Kanishae, pour le moment, nous n'avons pas encore retrouvé de Scarlet Ware en fouille. Quoi qu'il en soit, au dynastique archaïque 3, et peut-être au dynastique archaïque 1, si on se réfère au niveau 3 de Logardan E, une petite citadelle est construite sur le tel de Logardan par-dessus les ruines des anciens bâtiments Uruk. Cette construction peut témoigner de la prise de contrôle du site par un pouvoir local, par une puissance locale ou régionale, en lien avec l'importance de la position stratégique du site au cœur des grandes routes commerciales du 3e millénaire. Le parallèle avec les forteresses circulaires du début du 3e millénaire, qui essaiment le long des piémonts, ne nous semble pas incongru. L'établissement d'un point fortifié à Logardan implique de facto le contrôle, sinon d'un territoire, au moins de la route qui le traverse. Route que l'on peut observer encore à l'œil nu de nos jours, la grande route de Khorasan qui passe par le col de Barzian et conduit vers l'Iran. Nous tenons à remercier toute l'équipe pour leur travail exemplaire et l'aide apportée pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention.
Le grand portail, en fait, c'est dynastique archaïque 3. C'est ça, c'est le niveau 3 de Logardan. Et il n'y a pas de rempart qui est relié à ce portail pour l'instant. On n'a que l'entrée, en fait, pour l'instant, qui est dégagée. Peut-être, en fait, c'est que ce serait qu'une entrée d'un grand rempart qui pourrait entourer tout le sommet du tel. Peut-être, peut-être. Pour l'instant, on n'a que l'entrée. Sur la production céramique de Pébergement, qu'on a trouvé dans le site, vous avez parlé d'une production locale et de la céramique importée du sud de la Mésopotamie. Pour Gardica-Lacé. À Gardica-Lacé, justement, à Gardica-Lacé, c'est la tranchée qui présentait les fours. On a retrouvé aussi bien de la céramique locale, laïque calcolithique, et de la céramique Uruk aussi. Mais 70% Uruk en contexte, 100% du matériel Uruk est in situ, et 30% de la céramique était dans les remplissages des fours. La céramique locale, 30%. C'est le fait, c'est cette association qui a poussé notre céramologue à dater en fait l'implantation, l'arrivée des céramiques du sud de la Mésopotamie du LC2 final. Les prospections, en général, sont faites. Alors les prospections, il y a eu des campagnes de prospection qui ont été menées par des Italiens et dans la région avant 2000. Peut-être en 2011, je pense. Et après, les Allemands, sous la direction de Margareta von Hess, avant d'implanter ses travaux sur le tel de Chamchamal, elle a fait une campagne de prospection, je crois, dans la région. Et donc on sait s'il y a d'autres sites, comme les alentours, ou de concentration. Non, en fait, justement, dans la région, on n'est pas seul, mais quand je vous parlais à un moment du site de Bankala qu'on voit ici, qui n'est pas encore publié, là c'est juste sur leur blog, et il est pas très loin, il est juste de l'autre côté du Karagdag. Là vous avez aussi, et là par contre les sites que je citais aussi de Chamlou ou de Kurgashiva, eux sont plus loin, ils sont dans la région de Al-Ajab. Kanishae, qui est pas loin non plus de Girdikala, a fourni aussi des niveaux Uruk moyen, et peut-être, je dis bien peut-être, Uruk ancien. Non, ça justement, c'est un grand chantier en cours vraiment sur les études environnementales en fait, parce que c'est vrai que ce sont des zones propices entre les deux sites. Là encore aujourd'hui, le plateau est cultivé en fait. Et les maisons tripartites, ils ont une grande taille ou... Alors les maisons tripartites que je vous ai présentées de la tranchée D de Girdikala Nord, sont toutes petites. Et c'est juste une hypothèse, on a dit probablement tripartite, comme vous avez vu en plan. Ça doit faire les petites pièces là qu'on voyait, je dirais à peu moins de 2 mètres. 2 mètres. Ah non, ça c'est l'occupation à Logardan, c'est différent. Ça concerne la céramique, la forme d'ouverture unique très épais. Vous en avez trouvé beaucoup, c'est le deuxième sur le premier rang, sur ton image. Oui, je vois, ouais, c'est Uruk. Vous en avez beaucoup de ces formes-là? Oui, on a beaucoup. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais je pourrais demander justement à Hans Röhl. Comment? Vous avez une fonction particulière? Non, moi je ne peux pas répondre à cette question. Mais vous parlez des bols tronconiques de type berbé, mais pas biseautés juste un peu plus haut comme ça. Oui, je ne sais pas.
On va ouvrir la discussion. Oui, tout à fait. Ah bah si, ils commencent à papoter dans leur coin. Ah bah si, ils font des apartés. Bien, chers collègues, on va procéder à une discussion finale dont le calibre vous revient, si j'ose dire. Je crois d'abord remercions encore une fois, et je tiens à remercier Sausan et bien entendu et Suzanne de toute cette entreprise, Sausan pour toute l'organisation et l'énorme travail que ça a représenté en amont. C'est quelque chose qui se cache, c'est toujours comme ça quand on a l'art du jardinier. On voit le beau jardin, mais on ne voit pas le jardinier. Et je crois que nos deux, qu'il faut remercier très sincèrement nos deux collègues d'abord et avant tout pour tout le travail qui a été accompli, parce que c'est toujours un parcours du combattant pour arriver à monter une opération comme ça, même si ça paraît tout simple. Et Dieu sait qu'on en sait quelque chose aussi à l'école doctorale. En guise de discussion finale, évidemment, on n'est pas là pour faire des grands discours et des grandes discussions. Je voudrais simplement essayer pas de synthétiser non plus les choses, mais d'essayer de lancer un certain nombre de sujets de discussion, disons, de choses qui me sont venues à l'esprit en écoutant toutes ces belles communications que nous avons eues depuis ce matin. Vous l'avez bien compris, l'idée d'une trajectoire monolithique dans le développement de la ville ou de la cité, comme l'aimaient nos grands ancêtres fondateurs, est bien entendu aujourd'hui relativement révolue, même si certains espèrent encore trouver un modèle unique de l'urbanisme au Proche-Orient ancien. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas sorti pour autant de l'auberge, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'on en est maintenant à des régionalisations de régionalisation. La discussion, je crois que le cas d'école, ça a été, quand on était dans le programme Arcane, l'explosion du groupe Le Vent Nord. Ça a été un grand moment de poésie scientifique. Pourquoi ? Parce que on en arrivait au stade où la régionalisation, et c'était quelque chose que j'avais fait remarquer dès que le programme Arcane a été lancé, on a créé des régions avant de se poser la question de savoir si elles avaient un sens sur le plan archéologique. On les a créées en fonction d'affinités électives, en fonction de régions existantes. Et l'une des raisons pour lesquelles on a eu des soucis dans le programme Arcane, mais c'est le cas également dans les autres, c'est que tout simplement, on ne s'est pas posé la question des unités spatiales qu'on envisageait. On voulait faire de la chronologie, et donc on ne s'occupait pas des unités spatiales, et à partir de là, on a créé des régions, effectivement, qui se sont avérées être plus ou moins des compromis entre diplomatie scientifique, entre régionalisme, etc. La question, effectivement, et je crois qu'on l'a bien senti dans beaucoup de ces communications, c'est la définition de ces régions. Je crois qu'on l'a bien vu pour l'Anatolie en particulier, avec une catégorie qui m'a tout à fait impressionné, c'est les blind spots, c'est les zones, évidemment, sur lesquelles nous ne savons rien et sur lesquelles il est évidemment prudent de ne pas se prononcer. Je dirais que le Kurdistan a fait partie pendant longtemps de ces régions sur lesquelles on ne savait rien, et je crois que vous avez pu mesurer simplement à travers la dernière communication à quel point on a beaucoup de choses à apprendre de ces trous noirs. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire un commentaire, parce que je ne suis pas là pour prendre la parole, je l'ai déjà prise et bien amplement, sur cette réflexion et sur la manière de définir ces régions, entre guillemets. Parce que déjà, la notion de Kurdistan en soi est déjà audacieuse, je dirais, pour les archéologues. Oui, Guillaume ? Exactement. Ça pose un problème ça complexifie le problème qui existe déjà par les entités géographiques. Par conséquent, ce n'est pas utopique d'imaginer une division administrative, mais en réalité, elle n'a de sens qu'à un instant T. Donc, si on parle de déculturalisation, de toute façon, il y a déjà un décalage. C'est que les régions sont elles-mêmes peu cohérentes. Disons que les régions sont peu cohérentes. On a surtout des effets d'inflation documentaire qu'on ne mesure pas. Je rappelle quand même que pour le 4e millénaire, l'ensemble du schéma chronologique de Santa Fe repose sur 12 sites archéologiques avérés. Alors par rapport à ce qu'on a pour le 3e millénaire, je ne me souviens plus, si Martin est encore là, je ne sais pas combien de sites répertoriés dans Arcane on a finalement. Ça doit être un petit peu plus que 12. Sensiblement plus.
Donc on a un écart documentaire qui fait que quand on évoque simplement cette fameuse transition entre le 4e et le 3e millénaire, on compare quand même là aussi les patates et les tomates. On a quelque chose de tellement différent. Et on n'hésite pas allègrement à parler de la transition entre le 4e et le 3e millénaire, comme si tout ça se faisait de soi. Or, c'est tout sauf le cas. Et là, il y a un problème. Et effectivement, je suis d'accord avec Guillaume. Hein. On a des ensembles, en particulier des ensembles stratifiés, qui sont de toute évidence, qui dépendent de régions, ou en tout cas de domaines qui sont radicalement différents. Je suis bien placé pour le savoir à Marie, puisque on a pendant longtemps pas su dans quel groupe arcane on devait être, si on devait être en Mésopotamie centrale ou sur le Moyen-Euphrate. Finalement, on nous a mis en Mésopotamie centrale, pour des raisons plus diplomatiques qu'autre chose, si je me souviens bien, tout en sachant que les rapports entre la Marie et la Mésopotamie centrale n'étaient pas évidents pour toutes les périodes. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas si quelqu'un, Franck, veut faire une autre remarque sur ça. Oui, et un biais, tout simplement, je dirais. Oui, parce que la question que je me posais en amont en écoutant toutes ces belles communications, c'était doit-on chercher à tout prix à définir toute une typologie des profils d'urbanisation, entre guillemets ou pas, et à quel jeu joue-t-on là? Parce que quand on dit oui, il se passe quelque chose dans le sud mésopotamien, il se passe quelque chose dans le nord, on a une version levantine, on a certainement plusieurs versions en Anatolie, idem au Levant. Jusqu'où doit-on aller dans ce jeu-là, sachant qu'on a, on a terminé sur Hugo a projeté le tableau arcane. On a tenté, sans que ce soit un succès manifeste, de lier ce tableau arcane. Je sais que Marc nous a montré comme ça de ci, de là, quelques-uns de ces schémas un peu psychédéliques qu'il aime bien, avec qu'est-ce qui s'urbanise, qu'est-ce qui ne s'urbanise pas. Je ne sais pas pour ceux qui ont participé à ça, vous y avez eu peut-être droit. Jusqu'où on va, c'est ces schémas que les anglo-saxons aiment bien, en vous mettant des courbes, vous savez, on va vers le plus complexe, on va vers le plus urbain, etc., sans qu'on sache très bien ce qui est en X et en Y d'ailleurs, la plupart du temps, surtout en Y, on va vers du plus urbain au moins urbain. Je ne sais pas si c'est souhaitable, ça je ne sais pas, si vous avez des réactions ou des questions à poser, si c'est ça effectivement la recherche sur l'urbanisation ou le fait urbain et son développement, est-ce que c'est ça que nous devons espérer? C'est une vraie question, hein, je ne pose pas ça. Martin? Ah bah ça y est, tu m'as spoilé mon deuxième point. Mais pour reprendre ce que disait Guillaume, ça change aussi avec le temps. Les modes de communication ne sont pas les mêmes suivant les périodes, parce qu'on ne va pas chercher la même chose et qu'on va pas au même endroit. Je pense que les problèmes d'urbanisation différentielle suivant les régions, il faut les penser en fonction de ça, en fonction des modes de communication. Moi, je crois qu'un cas d'école, et j'étais très impressionné par ça, parce que on en a parlé aussi à Berlin avec les collègues qui travaillent justement dans la région de Jawa, c'est Jawa, tout simplement, et ce que tu as montré de Jawa, parce que là, on évoquait, puisqu'on rebondit sur ce deuxième point, les questions d'interland et de réseau. Je crois que j'ai moi-même avancé au début de séance que l'interconnexion était quelque chose, ou les connectivités, comme on dit maintenant, puisque c'est le terme à la mode, était évidemment un enjeu crucial de ces développements urbains, mais aussi les effets d'interland en particulier, et de profondeur d'interland qui sont souvent très difficiles à mesurer parce que les archéologues n'ont souvent pas les lunettes avec la bonne focale. Et qu'on fabrique sa focale, tous les géographes le savent, en fonction des questions qu'on se pose. Et quand on ne sait pas poser les bonnes questions, on n'a pas les bonnes lunettes la plupart du temps. Et sur le cas de Jawa, c'était typique. Personne ne s'attendait à avoir une telle profondeur de... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Franck, mais... C'est surtout que là c'est quand même des sites très particuliers de production d'objets spéciaux, dont l'extension va jusqu'à la côte méditerranéenne. Mais il faut les considérer de manière complètement différente de sites planétaires réguliers. Et la seule comparaison qu'on peut faire, c'est avec les sites de production de cuivre dans le sud de... Timna, tout ça, ces choses-là Timna et toutes ces choses-là ou... Oui. Et avec le site de Ouvérat et Poznan, à côté de la Cava, qui est le site de centralisation, et le départ de l'exportation, justement vers l'Égypte en particulier. Donc c'est des
environnement et une raison d'être qui est totalement différente de celle de l'exploitation de la céréaliculture sur un plateau. C'est pas la même chose. Donc, on a sans doute plus qu'on le croit des sites avec une certaine spécialisation qui les mettent dans des réseaux qui sont différents de ceux qu'on fait en France habituellement. Et qu'est-ce que tu entends par ce à quoi on pense habituellement? C'est pas uniquement un site avec son aire de ravitaillement. ordinaire. Oui, parce que là, on rejoint la discussion qu'on avait avec Martin en début de journée à la suite de mon intervention. C'est la question de ces... on a bien compris que les typologies en fonction de la taille des sites, ça nous donne des petites idées, mais ça ne fait pas avancer plus que cela. D'autant plus qu'on a affaire à des phénomènes de densité et des densités d'occupation et des modes d'occupation de l'espace. Tu l'as très bien montré pour les modifications radicales du peuplement sur la Léja. Un site de 80 hectares, qu'est-ce que cela veut dire concrètement quand on a un habitat terriblement diffus par rapport après à un site de type forteresse qui lui est visiblement, ou de grenier-ville, qui lui, alors là, au contraire, montre un habitat, enfin, en tout cas un bâti extrêmement compact. Donc à partir de là, on est plutôt dans la même logique et les analyses de superficie montrent évidemment leurs limites là. Après, évidemment, la question fonctionnelle reste l'enjeu crucial et la typologie fonctionnelle également, la typologie des villes, mais pas en termes nécessairement de surface, mais en termes de fonctionnalité, elle reste une question majeure. Mais comment la construire? Et là, on a un gros problème de terminologie. Martin? Il peut être intéressant aussi de souligner dès le début que la définition même de la ville, c'est un réseau, c'est la cartographie des différents réseaux en fonction des villes. On a vu qu'on a des super sites type Ebla qui ont des réseaux qui vont beaucoup plus loin que la ville d'à côté, puisque c'est la première étape Tout à fait. de cette typologie, c'est d'aller voir quel est leur réseau. Ah bah, je pense que le système et les raisonnements en termes de tête de réseau en particulier restent quelque chose d'extrêmement crucial. Le souci après, c'est comment travailler sur ces questions de connectivité, parce que quand on est affaire à des super têtes de réseau comme Marie, Ebla ou Brac ou d'autres qui sont de toute évidence connectés à une échelle totalement différente des autres systèmes, reste après à savoir comment modéliser ces connexions et comment travailler sur ces routes quand on n'a pas la documentation textuelle. Quand on a la documentation textuelle, c'est encore une autre affaire, mais c'est vrai que sans la documentation textuelle, la reconstitution de ces connexions et en particulier de ces réseaux reste un sport extrêmement délicat. Et là, vous le savez, la modélisation, on est confronté à toutes ces questions qu'on n'a pas trop abordées aujourd'hui, on s'en est un peu gardé, mais Hugo a cédé à la tentation des global studies et des questions de globalisation. Je les sentais poindre à la fin, là, je sentais que le fantôme arrivait armé et casqué. La question se pose effectivement de la manière dont nous devons gérer, parce qu'une fois qu'on a dit réseau, reste à comprendre comment les modéliser et comment les faire fonctionner à partir d'études de cas précises et avec des classes d'objets très précis, comme ce qu'évoquait Franck, là, quand on a une typologie très précise de silex ou autre, les choses sont faisables. Reste que beaucoup de ces objets nous échappent complètement et que la manière même de faire comprendre ces réseaux est une affaire extrêmement délicate. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur ça. Sur la notion de colonisation, l'arrivée des Européens dans le Nord, qu'est-ce que c'est? Bon, bah là, si tu me lances sur ça, je dirais que de toute façon, il y a une chose évidente, c'est que on est quand même maintenant suffisamment bien équipé, Hugo l'a bien montré aussi, pour qu'on ne parle plus d'une expansion européenne. Les collègues s'obstinent encore à vouloir parler d'une colonisation européenne ou d'une expansion européenne. On a probablement au moins 4, voire 5 phénomènes différents. Est-ce qu'ils sont tous à ramener à la même chose ? Je ne pense pas, et ça fait longtemps que je pense qu'on a des phénomènes complètement distincts les uns des autres et qu'on est aveuglé et obsédé par le phénomène colonial possible de la fin du 4e millénaire, mais que ce phénomène est finalement probablement isolé et très limité, et que ça ne saurait juger les 700 ans qui précèdent. Donc à partir de là, on met la charrue avant les bœufs, et quand on transpose une expansion européenne dans le début du 4e millénaire, je pense que c'est une erreur de méthode, à mon avis. On a affaire à un autre phénomène probablement qui reste à définir, hein, et j'espère que les fouilles de Lugardal le montreront, mais je suis assez d'accord avec Henry White et tous les collègues pour dire qu'on a un phénomène de piémont de grande ampleur qui s'est développé. Et je dirais que quand on parle de local ou pas local, je reviens d'un colloque à Berlin
avec René Bernbeck et Suzanne Pollock, où on a poursuivi les analyses, ils ont poursuivi les analyses pétrographiques sur les céramiques ouroukéennes, et ils ont découvert, ce qui était quand même fantastique, que 97% des formes céramiques étaient de production purement locale. Donc qu'est-ce que ça veut dire, local ou pas local? Margaret Evanes nous a fait remarquer, et on a discuté longuement de cela, que ces formes qu'on qualifie de céramique à dégraissant végétal et qu'on dit locales, il y en a un paquet à Ourouk. Simplement, ça n'a jamais intéressé les archéologues parce qu'ils n'ont gardé que les céramiques à dégraissant minéral qui étaient bien plus jolies. Donc à partir de là, à dire céramique locale et céramique Ourouk, qu'est-ce qu'on veut dire par là exactement? Ça veut dire des classes très spécialisées de céramique qui correspondent à des modifications économiques. Il y a des modes de production et des modes de consommation qui caractérisent effectivement une mutation sociale majeure. Ça ne veut pas dire qu'il y a importation. Ça, il faut l'établir et le démontrer. Et pour ça, là, la pétrographie sera décisive, parce que l'analyse formelle ou morphologique nous dit simplement qu'il participe de ce grand ensemble culturel. Je ne sais pas, Hugo me regarde avec un air... Oui, je dirais que c'est sans surprise. La question est d'arriver à effectivement à répondre à ces questions d'effets de frontières et à ces mouvements de population possibles. Steve Rennett à Berlin nous faisait remarquer quand même que tous les archéologues rêvent d'être sur une grande route commerciale et tous sont au centre du monde. Ça, on le sait. À Marie, on est bien placé pour le savoir. On a eu quelques syndromes graves qui n'ont jamais été soignés sur la question. Bon. Dans le cas il faut quand même établir sur quelle autoroute on est là. Et la majeure partie du temps, Steve Rennett faisait remarquer, je crois très intelligemment, qu'on n'avait pas l'impression d'être franchement sur une autoroute, mais plutôt dans un franc cul-de-sac. Et qu'il se demandait même ce que venaient faire ces grands commerçants ouroukéens dans le secteur. Et c'est ça peut-être la question à poser avant de commencer à chercher des colonisateurs, des marchands, des princes marchands, comme on l'a fait un peu partout. Demandons-nous d'abord pourquoi ils sont venus, ne sais pas même pas pourquoi ils sont venus, pourquoi les gens du coin se sont décidés à fabriquer des céramiques de ce type-là. Oui. Un des éléments pour ce débat, ça pourrait être aussi, j'ai lu récemment un article de M. Marc Schwartz, dans une parution en 2016, qui disait que les bitumes LC2, retrouvés à la Chénélie, venaient tous de la région du Kirkuk, qui est à côté du Caractère. Donc il a l'air d'avoir des grosses expressions de bitume dans cette région dès la fin de LC2. Oh bah ça, je dirais que... les échanges de bitume, on les a, je dirais qu'on les a depuis le 6e millénaire avant notre ère. On a des échanges massifs de bitume. On a précisé depuis longtemps les sources effectivement d'approvisionnement en bitume, que ce soit en Suziane, Kirkuk ou autres, les modifications des réseaux. Évidemment, les échanges existent, c'est pas la question. La question est de savoir si l'existence de ces échanges est suffisante pour expliquer les mutations culturelles et le bâti et surtout la répartition du peuplement. C'est pas la même chose. Je dirais que le gros problème, c'est comme pour les colonies ouroukéennes, est-ce que c'est les échanges qui justifient leur installation ? Sachant que généralement le grand commerce et le commerce lui-même ne représentent combien dans une ville, et ça c'est la troisième question que je voulais poser, quand on parle de ces fonctions supérieures, quand on utilise ces grilles d'analyse qui sont celles des urbanistes français et de toutes les théories d'histoire urbaine française des années 60, les Beaujeu-Garnier et autres, sur l'idée des multiples fonctions, etc., quelle est la part réellement de la population qui fait partie de ces fonctions supérieures qui relèvent des échanges internationaux ? C'est une part tellement minime et tellement faible, est-ce que ça justifie l'existence de villes entières? C'est ça la question. C'est là la difficulté. C'est qu'elle participe de réseaux d'échanges. Je veux dire, ces échanges existent depuis des millénaires. Je veux dire que est-ce que ça justifie et est-ce que cette thèse économique ou libérale est réellement adaptable à des situations de ce type? C'est-à-dire, est-ce que c'est le prime mover de ces mouvements d'urbanisation? Je veux dire... Christophe Nicole nous a bien montré que dans le cas de la Syrie du Nord en particulier, la question des échanges n'est finalement pas ne paraît pas être le mouvement primordial. Il s'agit visiblement d'abord de grosses affaires de colonisation agraire, d'une façon ou d'une autre, de mise en valeur d'un hinterland pour alimenter effectivement des économies qui relèvent au départ au moins de ce qu'on appelle traditionnellement
staple finance, etc. Alors après, est-ce qu'on peut évidemment discuter et disserter sur l'importance de la wealth finance, comme on faisait classiquement Marcella Frangipane ou nos collègues américains. Ça, je ne sais pas si tu as un avis sur ça plus Enfin, je pense que ça va toujours sembler curieux de présenter la croissance d'une ville, enfin, pas de participer, mais la croissance d'une ville, même comme ça Paris, comme une sorte de pompe aspirante de réseau comme ça qui expliquerait cette croissance. Donc, je crois que même des cas comme là, ils s'insèrent dans un réseau à partir du moment où les groupes qui sont à la tête de la ville ont acquis une certaine notoriété, une certaine richesse. Et là, ils peuvent se mettre à échanger, comme on le sait, avec Delbrac, avec comme ça. Et c'est parce qu'ils ont... Exactement, je suis d'accord. On a les mêmes choses en Europe, avec le développement de ces freedoms, des choses comme ça, où c'était des grands ponts qui sont créés avec de la zone, c'est comme ça. C'est pas parce que c'est pas des... Ils se développent pas en s'insérant dans un réseau commercial d'échange, mais c'est parce qu'ils ont acquis une certaine capacité à acheter des choses comme ça, et qu'il y a une volonté de montrer qu'il y a un système d'échange qui se rend. Ben, je crois que... Ça accompagne le phénomène, ça peut l'amplifier, mais ça le... Je pense pas qu'on... Moi, je suis assez attaché, je suis d'accord complètement avec toi, parce que j'estime que, enfin, c'est un peu une des thématiques que j'ai développées dans mon ouvrage, c'est la thématique de la promotion, justement, interne, si j'ose dire, d'un certain nombre de grands centres qui sont le résultat souvent, alors ça peut être lié à des mouvements exogènes, ça peut être lié à des histoires dont finalement nous ne connaissons rien, il faut bien dire les choses clairement, et je ne suis pas sûr qu'un archéologue soit capable de comprendre. On pense à la fondation de Jawa, mais bon, je pense aux raisons pour lesquelles ils se sont mis à fonder un site comme Suse, par exemple. D'un seul coup, là, ils fondent quelque chose qui n'existait pas. Uruk, pourquoi ils se sont installés là, à un endroit qui était particulièrement problématique sur le plan environnemental? Pardon? Et parlons pas de Mari, qui était quand même installé dans un des endroits les plus inhospitaliers de Syrie, il faut bien le reconnaître, et d'Irak réunis. Il y a là des histoires locales et des histoires et des dynamiques qu'on a beaucoup de mal à saisir. Et cette promotion et la nature même de ces promotions reste pour une part énigmatique d'une part, mais il y a quand même des éléments de processus qu'on peut analyser, essayer de comprendre la chose. Alors après, le deuxième élément, et ce que tu dis très justement, c'est qu'il y a cette promotion qui permet d'accéder à une sorte de club, hein, entre guillemets, ou à permettre de justement discuter. Et moi, c'est vrai que je suis très attaché, alors là, pour le compte, à une dynamique dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. D'ailleurs, j'étais frappé par ça, c'était mon 4e point. On a beaucoup parlé d'économie, on parle beaucoup de politique, d'économie politique, de sociologie, mais j'ai jamais su ce que c'était, donc bon, admettons. Et en revanche, on a parlé peu de problèmes militaires, comme toujours d'ailleurs, parce que les discussions sont rarement arrivées à ça. Et je pense quand même que les questions, en particulier la fondation ou les installations de certains de ces centres, se sont systématiquement accompagnées de fortifications, et que la promotion et les questions de sécurité et l'échelle à laquelle les questions de sécurité se posent n'a jamais été réellement résolue. Je ne sais pas si vous avez un avis sur ces questions-là. En tout cas, c'est ce qui a été beaucoup proposé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce qui a été beaucoup proposé pour la fondation des villes araméennes, pour aller vite, à la fin du fer 1 et du fer 2. C'est qu'à un moment, ces groupes qui se sont beaucoup enrichis ont besoin de se défendre et donc s'installent et développent des villes pour conserver leur richesse. Je pense que c'est un modèle un peu simple, mais ça peut rentrer vraiment dans cette envie, dans ce besoin de s'ancrer sur leur territoire avec une ville qu'on peut défendre. Oui, et dans un contexte de forte compétition locale, après la désintégration des grandes puissances qui avaient fait l'équilibre du bronze récent. C'est ça l'idée. Et qui ne sont pas complètement disparus quand même. Et qui, on en entendra parler par notre collègue citoyen d'honneur de Carchemish, je pense, assez bientôt. J'imagine en particulier pour certaines de ces grandes capitales qui ont continué visiblement, qui ont joué les prolongations, semble-t-il, assez longuement au XIIe et XIe siècle. Mais c'est vrai que ces questions précisément stratégiques, et en particulier dans le cas de la Fondation de Marie, pour revenir à des choses comme ça,
contrôler une route commerciale, encore faut-il qu'elle existe, ce qui reste à établir dans la durée, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Martin, le retrait des colonies européennes marque quand même certainement un petit problème dans le quartier. L'investissement, en revanche, par des fondations neuves d'un certain nombre de régions, pose des problèmes réels de sécurité, d'abord et avant tout. C'est le cas des villes rondes qui, quand même, appartiennent de toute évidence ou relèvent d'une logique qui est quand même ce que j'appellerais un front pionnier, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit au début du 3e millénaire ou par la suite dans les villes rondes de Syrie intérieure, il me semble qu'on a affaire à si ce n'est des marches fortifiées, en tout cas des installations qui sont lourdement sécurisées, je dirais, et à une échelle qui exige quand même de se demander quelle était la nature des menaces. Oui. On peut enchaîner sur le problème, pas nécessairement militaire, mais de définition de territoire. Oui. Ben, on y arrive, effectivement. Qui permet de se poser la question de savoir qui délimitait quel territoire, en disant si c'est chez moi, si c'est pas chez moi, à quelle époque. Et il y a la naissance, effectivement, de domaines territoriaux, manifestement, qui se met en place avec ces grands. Ben, je dirais que oui, tu as entièrement raison, parce que c'est clair que alors, les discussions interminables sur les rapports entre Ebla et le long mur, sur le développement de Raouda et les liens éventuels avec Ebla, on parle de développement local, mais on a là affaire à des réseaux qui semble-t-il, ont un contrôle territorial et qui sont destinés à faire un contrôle territorial qui se fait à une échelle telle qu'on est obligé de mobiliser des outils, cette fois-ci, qui sont ceux de l'urbanisme, des fronts militarisés, tout simplement, hein, et qui, eux, sont souvent l'enfant pauvre de nos études, parce que nous appartenons, ou certains d'entre nous appartiennent à une génération d'archéologues qui ne mobilisent pas nécessairement ces concepts-là en premier, je dirais. Et c'est très frappant de constater, pour toutes ces hautes périodes en particulier, qu'il y a une répugnance réelle à utiliser ce type de concept. Ça se change un peu, je pense, pour l'âge du fer. Vu l'intensité des conflits et des difficultés, je ne sais pas si Suzanne a un avis. Oui, en fait, la question de réseau territorial et de l'aménagement de l'espace urbain en général, il paraît très clair dans le cas des royaumes araméens, parce qu'à chaque fois, dans le cas des royaumes araméens, on a une capitale et autour de cette capitale, on a des sites militaires et des sites qui sont interprétés comme des sites commerciaux pour faire des échanges. Et aussi, il y avait en fait cette compétition entre les royaumes eux-mêmes, parce qu'on sait qu'il y avait une compétition ou une guerre qui a été déclenchée par le royaume d'Hamas contre le royaume de Hama. Donc, il n'y avait pas seulement une attaque extérieure qui venait du côté de la Syrie, mais il y avait aussi ce problème qui pourrait être lié aussi à la définition des territoires. Donc, à mon avis, l'aménagement territorial est bien clair dans le cas des royaumes syriens à l'âge de fer. Avec la question de la nature des populations et du mode de vie des populations associées, qui reste encore, je pense, difficile à établir dans le détail. On a des élites urbanisées, ça sans doute, mais il y a un effet de promotion avec une culture urbaine et une tradition urbaine tout à fait nouvelle. La volonté justement de rompre avec des installations du bronze récent et de faire des fondations neuves, ça dit quand même quelque chose sur le mode de promotion, là aussi, et c'est bien la question, le mode de promotion de ces élites et ce qu'elles voulaient afficher, je pense. Par rapport au Mitanni, par exemple, avec Tel Alaf, il se passe quand même quelque chose. On crée, il y a une rupture avec une tradition urbaine qui était bien ancrée et qui avait perduré, je pense même à l'époque assyrienne, d'une façon ou d'une autre. Et crac, on crée à proximité de la capitale mitannienne, je pense que c'est ça qu'il s'agit, une fondation neuve. Oui, sur une installation plus ancienne probablement, mais... Peut-être il faut aussi penser aux influences qui venaient de l'Anatolie, dans le cas de Tal Halaf, aux influences qui venaient de la Syrie, de la Syrie, l'ensemble de la Syrie, parce que les villes orthogonales ou rectangulaires sont affirmées en Mésopotamie depuis 4e, 3e millénaire, donc il faut tenir compte aussi de l'emplacement de Tal Halaf. Oui, ça c'est certain. Au carrefour de toutes ces régions, donc ça change qu'on sort un peu de l'influence ou de l'identité locale. Qui identifie cette culture syrienne en Syrie occidentale.
Absolument, mais avec l'idée que cette promotion, ce sera, je pense, sauf si vous souhaitez aborder un autre point, un autre thème qu'on n'a pas trop abordé parce qu'on a été très sage aujourd'hui sur la question. Je vois mon collègue philologue qui s'inquiète tout de suite de la chose. Et je dirais que c'est assez frappant et symptomatique, je pense, de l'évolution de nos disciplines. C'est les fondations de villes ou les développements de villes, les promotions de villes et tout ça. Moi, j'ai parlé, quand j'ai utilisé les notions liées à l'urbanisme, on a beaucoup parlé de royauté, on a beaucoup parlé de ville, on a finalement assez parlé, ou peu parlé de Dieu, pas du Dieu, mais des dieux. Et une promotion de ville, c'est aussi généralement l'installation d'un dieu, d'une façon ou d'une autre. Et là, si vous avez, je lance ça comme ça, comme une perche, y compris à la déesse Inanna à Akkad. Comment ça se passe, la promotion d'Akkad, et comment et ses relations plus que turbulentes avec cette grande dame? Tu nous as dit que tu pensais que d'abord il y avait la séparation entre le politique et Oui. les religieux. De manière précoce, oui. De manière précoce, donc tu es en train de faire descendre sur le piédestal Nana, elle va t'en vouloir. Oh non, 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 moi j'ai pas. Non, 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 c'est une dame avec laquelle je veux pas être fâché. Je suis prêt à me fâcher avec vous. Les filles sont sanctuaires, ou c'est ce que tu as suggéré? Ah non, 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 moi mon idée c'était que pour les centres proto-urbains, je parlais même pas des villes, mais pour les centres proto-urbains, on avait l'affirmation très précoce d'un centre religieux et d'un centre de pouvoir qui étaient distincts, avec vraisemblablement des modalités, des alliances qui paraissent, qu'on est bien tous, on ne va pas commencer sur les questions de je ne sais quelle hiérogamie, etc. Mais je crois qu'on a surestimé la part de la théocratie en faisant de ces souverains, de ces fondateurs de villes, des grands prêtres ou des rois prêtres. Je ne sais d'ailleurs toujours pas ce que c'est que ces rois prêtres, personnellement. La question que je me pose, en revanche, c'est quand et pourquoi la théocratie finit par devenir un modèle qui est le modèle en particulier de certaines cités sumériennes, parce que je considère que c'est une création et que c'est pas quelque chose de, je dirais, de spontané et de normal, entre guillemets. Et les sociétés, les chefferies ou autres, ont un art consommé et sont de ne surtout pas cumuler les pouvoirs en une seule personne. Donc si on en arrive au stade où on met tous les pouvoirs dans les mains d'un seul individu, ça ne peut être que le résultat de quelque chose de très 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 particulier. Et donc à partir de là, moi je verrais l'évolution de cette façon-là. Et la question que je me posais simplement, c'était derrière ces fondations urbaines, même si je suis de ceux qui considèrent que, et Dieu sait que nos collègues américains continuent à vous expliquer que ce sont des chamans qui sont devenus des rois prêtres, qui ont créé les prêtres sumériens, qui sont finis par se militariser, etc. etc. Ce schéma-là me paraît quand même très discutable. Maintenant, il n'en reste pas moins que la question de la création d'une nouvelle géographie religieuse, ou la notion de géographie religieuse, mérite aussi, dans ces réseaux, d'être posée sérieusement. Et derrière toutes ces villes, même si ce n'est pas le cas dans tous les exemples que nous avons analysés, j'ai été frappé à Lugardán, par exemple, il n'y a pas de discussion du tout sur le religieux. Ce qui est quand même une question que je me pose, enfin Lugardán, Girdikala, etc., et toute la galaxie qui se dessine. Il y a des choix méthodologiques là ce seraient des Américains qui fouilleraient à Girdikala, on aurait déjà un temple au sommet de votre colline. Hein. Et à mon avis, on en aurait même 2, et un roi prêtre, je suis sûr. Aucun problème. Donc on a là des choix méthodologiques. Alors je sais bien que l'école française, elle, est très laïque par certains aspects, en archéologie en tout cas. La question se pose quand même, quand on a des fondations pareilles, de la dimension religieuse du phénomène. Et c'est souvent dans les livres sur l'urbanisation ou l'urbanisme l'un des chapitres les plus faibles. Je ne vise personne là en l'occurrence, mais c'est souvent là que les chapitres deviennent vraiment pas simples à analyser. Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question. Moi, je donnerais simplement un exemple avant de laisser la parole. On a, vous le savez, à Marie, un objet très étrange qui nous pose un petit problème et qui me fait cogiter depuis quelque temps pour des tas de raisons. C'est cette fameuse stèle qu'on a trouvée au temple de Ninhursag. La stèle aux yeux, comme on l'appelle, ou l'idole aux yeux, etc. Et l'une des questions qu'on se pose depuis longtemps est évidemment l'origine de cet objet qui est bien plus ancien
probablement plus ancien que la fondation de la ville de Marie, ça c'est une évidence. Mais il y a quand même de bons indices. L'article qu'a fait Jean Margueron sur la question et qu'il a consacré à la stèle de Nilonsagle datait du début du 3e millénaire. Tous les arguments qu'il avance pour une datation au début du 3e millénaire me paraissent totalement erronés. Et je suis de ceux qui sont totalement convaincus, on en a encore discuté avec des collègues récemment à plusieurs reprises, que cet objet date du 4e millénaire avant notre ère. Et je suis tout à fait convaincu aussi qu'il est beaucoup plus ancien que la ville et qui date en fait du début du 4e millénaire probablement et qui provient de la région de Telbrac ou d'une région de ce secteur-là. C'est-à-dire que, pourquoi je vous parle de cela, c'est parce qu'au moment où ils ont fondé la ville de Marie, ils sont venus avec leurs dieux. Et ils sont venus avec des dieux qui probablement venaient du nord, probablement de la région de Brac ou ailleurs. Je dis Brac parce que c'est là qu'on est sûr d'avoir des idolosieux, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez me dire, oui, mais attends une minute, là, vous n'avez pas d'idolosieux. Si, on a trouvé, avec la stèle de Nilonsagle, et ça peu de gens le savent, on a trouvé la seule et unique idolosieux jamais trouvée à Marie, associée à la stèle. Donc à partir de là, on a là des objets qui sont... Cette stèle, en plus, a été brisée à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'elle a été brisée au moment où elle a été déposée dans la favissa du temple de Nilonsagle, mais elle avait été recollée avant. Et elle a été recassée. C'est-à-dire c'est un objet qui a une histoire d'une complexité rare. Il a été brisé plusieurs fois dans son histoire. À la place de Dominique Beyer, quand il l'a recollé, j'aurais réfléchi à 2 fois avant de le recoller. Parce que pour un objet qui a été brisé plusieurs fois dans son histoire, n'est-ce pas un peu dangereux de le recoller comme ça sans se poser de questions? En tout cas, ce qui est certain, c'est mon point auquel je voulais venir là, qu'on a là quelques indices quand même sur les modalités dans lesquelles se constitue la fondation de ce genre de cité. On a là un objet complètement exogène qui est venu vraisemblablement avec les fondateurs de la ville, qui n'a certainement pas été fabriqué à Marie et qui est déjà, au moment où il est enterré, une véritable antiquité. Il a probablement déjà 1000 ans ou 1200 ans d'histoire derrière lui. Et donc là, ça pose réellement le problème de cette transmission de la sacralité. Quand ils fondent une ville, ils viennent avec le Dieu s'installe. Là, je ne sais pas si vous avez un avis sur la question. Oui. Ou là, en l'occurrence, c'est même pas le Dieu, c'est la déesse, parce que c'est la déesse mère. Pardon ? Une tablette numérale, alors cette fameuse tablette numérale qui a été trouvée au palais pressargonique, oui, elle a été souvent mentionnée et autres. En tout cas, c'est pas une tablette à ma connaissance, pour ce que j'en sais, et en tout cas, ça n'a rien à voir avec une tablette Uruk. C'est autre chose, c'est un système numéral, ça ressemble plus à ce qu'ils ont justement à... Je crois qu'il y a quelques éléments de système numéral à Telbrac aussi du 3e millénaire. C'est-à-dire qu'on sait qu'il existe des systèmes de ce type au 3e millénaire qui sont utilisés chez les gens moins civilisés que ceux du Sud qui écrivaient avec leur magnifique système. Et à ma connaissance, on sait que c'est une tablette numérale, mais le système n'est pas en tout cas celui qui est utilisé dans les colonies européennes ou à Suse. C'est quoi? C'est des calculis? Pardon? Je sais que Philippe Quenet avait fait une analyse de la tablette en détail, il avait fait un beau papier sur ça et il avait conclu que c'était pas, à ma connaissance, si je me souviens bien, que c'était pas le 4e millénaire justement. Et de toute façon, je dirais, qu'est-ce que viendrait faire une tablette urukéenne dans le palais pressargonique de Marie? C'est venu avec la stèle du Dieu. Ouais, mais enfin, la stèle du Dieu, je la vois bien venir, mais la tablette numérale, généralement, une tablette numérale, c'est quand même un objet qui est circonstanciel. Je dirais, à moins que cette tablette nous donne les coordonnées de quelques divinités. J'essaie de comprendre l'intérêt d'une tablette numérale. C'est pas un objet patrimonial majeur, enfin, à ma connaissance, dans l'histoire mésopotamienne. On n'a pas d'exemple d'archi... Comment? Quoi donc de... Ah bah à Beidar ils ont des tablettes, mais je ne sais pas s'ils ont des tablettes numérales, je ne crois pas spécifiquement. Là je me pose la question inverse, c'est-à-dire qu'un objet pareil, est-ce qu'il a du sens à voyager dans le temps et dans l'espace? Je se retrouve avec 2 objets datant du 4e millénaire avant la fondation de la ville et qui viendraient... Mais là il est dans le palais pressargonique et sur un niveau de sol, la stèle aux yeux et qui d'ailleurs est associé aussi à d'autres objets assez énigmatiques qui rappellent des choses d'Uruk.
du 4e millénaire. C'est dans une favissa du temple de Ninhursag, dans le niveau de fondation de la ville 2. Donc c'est même pas le même contexte stratigraphique. Et là, il y a tout un inventaire de cette favissa qui pose beaucoup de problèmes, justement, parce que, toute évidence, là, il y a des choses qui se passent qu'on n'arrive pas à mesurer. Mais c'est sûr qu'il faut imaginer dans la fondation d'Akkad. Il y a dans les textes présagiques de Marie, la dame de Nagar, vient, semble-t-il, certaines fêtes. Oui, je sais. C'est pour ça que le lien avec Telbrac. Jusqu'à l'époque de Marie, Et il y a une princesse de. Je pensais que c'était politique, que c'était l'attraction de Marie sur le Nord, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, plus ancien. Il y a un problème là, parce que ça se pose, en fait, c'est même une histoire, c'est même pas une histoire de binôme, c'est une histoire de triangle. Parce qu'en fait, quand on touche au dossier sur ces idoles aux yeux, les deux endroits au monde où on a trouvé des stèles aux yeux de ce type, c'est à Marie, on a deux exemples, en fait, un fragment au temple d'Ishtar et on a un Ninhursag. Mais il y a aussi des fragments de ces idoles aux yeux qui ont été, je parle de stèles aux yeux, pardon, qui ont été trouvés à Achour, dans un contexte que j'arrive pas sur le site d'Achour à Kala Tchergat, par André. Pardon j'ai jamais réussi à trouver une information claire sur la localisation des objets en question. Je suis même pas sûr. Il faudrait que je revérifie. Je crois que j'avais une fois cherché. Si toi tu as la référence exacte dans la publication du niveau G, ça m'intéresse parce que c'est les seuls endroits où on les a trouvés, en tout cas. Et là, il y a plusieurs fragments qu'a trouvé André, en plus d'une stèle fragmentaire qui ne peut se comprendre qu'à d'accepter l'idée que elle faisait partie d'un ensemble iconographique comme celui de Marie. On a les mêmes ensembles, les mêmes éléments, même si les yeux ne sont pas figurés de la même manière. Donc là, il y a une question qui se pose. Alors pourquoi le rapport avec Braque? À cause des idoles aux yeux. Et puis il y a, je crois que nos collègues syriens nous ont montré une nouvelle stèle qui est sur le marché, si j'ai bien compris, qui elle figure carrément des idoles aux yeux avec un décor architectural et qui est strikingly similaire à celle de Marie, tout en étant profondément différente. Ce qui, moi, m'embête énormément, parce que si c'est un faux, pourquoi fait-on un faux si différent? Quand on fait un faux qui ressemble au vrai. Et là, on fait un faux qui est tellement différent du vrai que ça pose un problème. Et là, il y a carrément des idoles aux yeux dessus. Donc on a une classe d'objets là qui nous disent beaucoup de choses, en particulier sur moi, je me suis souvent posé des questions sur les rapports entre Marie et Achour. Ça fait très longtemps que je me pose des questions sur les liens entre ces deux villes. La culture est très proche. La culture est très voisine. Spécialement les statuettes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent amener des comparaisons, y compris dans le matériel céramique aussi, que ce soit de la ville 2 ou de la ville 3. Il y a beaucoup de... Ces deux villes-là ont une histoire qui, à mon avis, à explorer. Je dirais qu'il y a un triangle là entre Nagar, Achour et... je ne sais pas si tu as un avis sur ça, précisément. Alors la dame de Nagar, on est d'accord. Il y a, je crois, aussi une princesse de Marie qui est attestée dans les textes de Bédard, si je ne m'abuse, et qui traînait du côté de Nagar. Il y avait des relations diplomatiques, on le sait, et des inimitiés profondes. Mais effectivement, ton scénario peut suggérer quelque chose de plus, de moins circonstanciel, parce que le fait d'avoir une princesse, envoyer une princesse dans un territoire voisin, c'est quelque chose de standard. Oui. Les relations religieuses, c'est déjà une autre affaire. Et c'est vrai que dans les listes d'offrandes, je crois d'ailleurs que la dame de Nagar, elle est mentionnée aussi dans les listes d'offrandes des tablettes pressargoniques, non? Je ne m'abuse? Oui, non. Ça, c'est intéressant, c'est une attestation ancienne. Mais là, encore une fois, Nagar est un pôle politique. Voilà. Mais donc on peut l'expliquer circonstanciellement par l'attraction justement politique qui fait venir cette déesse dans ce palais. Mais c'est vrai que ce serait une explication culturelle plus intéressante. La question que j'aimerais bien poser, c'est... Voilà, c'est la question que j'allais poser. C'est y a-t-il un lien entre la déesse Ninhursag ou Shalash, parce que c'est probablement Shalash, et la dame de Nagar? Comment? Oui. Le lien, c'est qu'elles sont toutes les deux des dames politiques. Elles contrôlent
Oui. Mais ces deux entités régionales, deux déesses régionales, elles ont un caractère ancré dans le sol, mais dans le temps, elles sont des divinités patronnes. Oui, c'est ça, c'est des divinités polyades, entre guillemets. Ça, c'est des divinités du territoire. C'est ça, c'est un peu la question c'est pour ça que j'ai entamé cette discussion. Il y a quand même l'ancrage et une discussion qu'on a peu, parce qu'évidemment les archéologues sont très prudents sur ça. C'est cette non pas politique, mais cette géo-religion et ces notions effectivement qui lient directement des villes à des espaces, mais aussi à des espaces religieux, avec cette géographie du sacré qui est bien connue pour l'Euphrate ou les autres éléments. J'y pensais en particulier, par exemple, le rôle d'une cité comme Oumel Mara que tu as mentionné. Là, on est encore dans une toute autre logique de sacralité, c'est pas celle d'une divinité, mais c'est dans une logique commémorative ou autre de cultes ancestraux ou des éléments de ce genre. Il y a quand même là des points urbains, on parlait de fonctionnalité, où la fonction religieuse, que ce soit comme lieu de mémoire ou comme lieu de centralité, est un réel problème, je dirais. Je sais pas si tu as un peu... Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il y aurait une mémoire très long terme d'une origine, d'une filiation entre les deux. C'est la question que je pose simplement en réanalyser ces stèles, en essayant d'analyser tout le dossier sur effectivement ces transmissions qui ont pu durer. Et cette mémoire peut perdurer même si le lieu est abandonné à un moment donné. Au Marie, le Marie du Village et le Marie du Bleu, par exemple, ils abandonnent. La question... Il y a eu la préservation d'une mémoire De deux choses l'une, on peut voir ça de deux manières. Ou bien on considère que si on veut faire dans le scénario, parce que là on est dans un scénario hollywoodien, hein, on n'est plus du tout... on sait qu'on a un objet très ancien qui est là, comment est-ce qu'il est arrivé? Il peut y avoir des dizaines de raisons pour lesquelles il arrive. On peut dire soit il vient avec les fondateurs de la ville au début du 3e millénaire, soit il vient avec ceux qui refondent la ville. Impossible de trancher, je dirais. Où il a été retrouvé, etc. On a de multiples scénarios, là, on est incapable de le dire. Ce qui est sûr, c'est que cet objet a en tout cas une très longue histoire et qu'il n'est pas là de manière fortuite, puisqu'on l'installe. C'est quand même une déesse mère qu'on installe dans le temple de la déesse mère. Il y a quand même aussi des cas où les connaissances religieuses se maintiennent malgré les vicissitudes de la ville. Le cas de Jérusalem, par exemple, on découvre que le centre religieux est toujours resté en place, même si les prêtres sont partis, il y a toujours quelque chose qui reste en raison de l'importance religieuse extrême du lieu. Je pense que de toute façon, ça, je suis entièrement d'accord, parce qu'on en parlait à déjeuner à un moment, les épisodes, quand nos collègues opposaient, disons, un monde levantin fait de discontinuité à des stratigraphies urbaines qui seraient plus continues, je dirais, moi, c'est pas tellement la lecture que j'ai d'une histoire comme celle de Marie. Au contraire, on est dans la discontinuité absolue, avec des épisodes où visiblement la ville entière a été rasée. Qu'est-ce que devient la population? On a des cas fameux de cela, où visiblement les gens reviennent au bout de 50 ou 60 ans. Nous, on a notre fenêtre sur notre site, et il y a eu des survivants, visiblement, qui ont réussi à conserver une tradition ou une mémoire. Ils n'ont peut-être pas pu revenir tout de suite, parce que bon, ils s'étaient fâchés avec le psychopathe qui gouvernait la région, mais en attendant, ils ont fini par revenir et conserver d'une façon ou d'une autre cette mémoire. Dans le cas de Marie en particulier, l'une des questions qu'on s'est posées, ils conservent la mémoire, visiblement ils ont conservé la mémoire des lieux suffisamment pour le savoir. En revanche, quand ils construisent plus les temples de la même manière. Et là, c'est une question qu'on s'était posée à plusieurs reprises. Comment expliquer ces réformes religieuses? Dans le cas de Marie, je n'ai pas eu le temps de vous le présenter, mais c'est une de mes idées en ce moment. J'aimerais bien comprendre comment on est passé d'un système qui... en fait, tout le centre monumental a basculé de 30 degrés. Et l'orientation des sanctuaires, le fonctionnement des sanctuaires n'est plus le même. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on construit un temple Inantis à Marie, axé est-ouest sur l'équinoxe, alors que l'orientation du Massif Rouge, elle a quelque chose à voir. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore publié, mais une orientation à 30 degrés par rapport à l'azimut nord, ça, c'est quelque chose qui a à voir avec le solstice. Donc on est passé d'un système d'implantation et d'organisation de l'espace, c'est une autre logique d'implantation de l'espace. On a complètement changé et pourtant il y a une continuité. Ils sont toujours là, ils vénèrent toujours Ninhursag, ils vénèrent toujours
Dumuzi, ils continuent à vénérer, enfin ils ont gardé visiblement Dagan, enfin, ou le maître du pays, Dagan ou pas Dagan, ça, on ne va pas discuter de ça maintenant, mais visiblement il y a une continuité profonde, en tout cas entre la ville 2 et la ville 3, à cette époque fameuse justement où les ruptures se produisent. Donc là, il y a une réforme religieuse radicale, semble-t-il, sur le plan de l'organisation des espaces religieux, mais pourtant une mémoire profonde. C'est au 2e millénaire ou au 3e, la ville? À la fin du 3e millénaire, sous les Shakanaku, c'est là que se produit visiblement la réforme. Il se passe quelque chose, ils construisent, tout est axé désormais est-ouest, à la place d'être sur un azimut qui était complètement différent. Donc pourquoi est-ce qu'ils changent l'orientation du système? Pardon? Avec l'arrivée de nouvelles dynasties, peut-être? Ah bah, il y a l'arrivée de la nouvelle, pensée, de nouvelles lignées, ça on sait qu'ils arrivent. Le problème c'est de savoir pourquoi ils font des choix de ce type et pourquoi le temple du Seigneur du pays, qui est un sanctuaire typiquement central mésopotamien à l'époque de la ville 2, devient d'un seul coup le temple au lion que vous connaissez tous, qui est un des premiers, un temple typiquement syro-djézirien ou autre du Nord. Donc là, il y a un changement d'orientation radical qui pose quand même un sérieux problème là, sur l'adaptation et l'adoption de parties qui n'ont plus rien à voir. Donc là encore, dans la régénération justement du phénomène urbain, il y a à la fois de la mémoire et il y a à la fois une mémoire et une réforme, et un oubli ou quelque chose qui se passe. Donc ça, c'est aussi une thématique importante. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore faire un commentaire sur ces thématiques religieuses. Elles ne sont pas si indifférentes que ça, me semble-t-il. Ah bah ça, les phénomènes d'emprunt et les phénomènes d'adaptation dans un système polythéiste ouvert, c'est quelque chose qui est bien connu, qui est régulier. Dans les cités du dynastique archaïque, et en particulier on le voit bien à Mari, mais c'est le cas également à Ebla ou ailleurs, les divinités majeures sont vénérées avec les divinités des voisins qui ont tous une petite antenne locale. Oui, la question est de savoir ce que veulent dire les offrandes à ces genres de divinités et comment les comprendre, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a une dimension très politique là-dedans. Et je suis d'accord avec toi sur le problème avec Nagar. C'est idem pour un certain nombre de divinités vénérées à Ebla, je crois. Il y en a peut-être qui sont venus un peu de manière au forceps. Mais il y a les emprunts, et je veux dire, c'est un système qui est ouvert sur le plan religieux. Maintenant, il n'en reste pas moins qu'il y a des profondes, il y a une véritable géopolitique du sacré qui fait que quand il y a certaines divinités qui arrivent, quand d'un seul coup les rois de Mari se déclarent vicaires du dieu Enlil, alors que jusque-là ils ne l'étaient pas, et qu'ils n'en avaient rien à faire du dieu Enlil en question, on peut se poser des questions sur le programme politique sur lequel ils ont été non pas élus, mais sur lequel ils sont en tout cas promus ou autopromus. Et là, il se passe des choses et il y a des ambitions qui sont à la fois politiques et religieuses d'une part, mais aussi politiques. Et là, oh bon, ça c'est l'autre.
Et c'est bien pour ça que Yasmardou avait de gros problèmes. Ça confirme une fois de plus le tableau gravement pathologique du personnage, qui en plus maintenant est un maniaco-dépressif et qui avait déjà beaucoup d'autres problèmes d'après son papa. Ça n'arrange pas la chose. Voilà, je pense que, sauf si vous avez d'autres remarques à faire, on va clore la discussion. Remercier surtout nos deux collègues.